Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue au nouveau webinaire de l'URPS Médecins Île-de-France qui a pour thème la souffrance au travail. La souffrance, nous médecins, y sommes tous confrontés dans notre pratique quotidienne et ce, dès le début de nos études. Mais saviez-vous que le verbe travailler vient du latin tripaliare, torturer, et de tripalium, qui était un instrument de torture à 3 pieds. Pendant longtemps, il était d'ailleurs considéré comme indigne pour un aristocrate de travailler, ce qui était bien sûr une nécessité pour les moins bien nés. Avec le temps, le sens du mot s'est drastiquement modifié et même devenu une façon de se définir, source non seulement de revenus mais de fierté parfois. Un truc plein écran, non? Dans une société qui se durcit et où le monde du travail reflète ce durcissement, il nous a paru important d'aborder le sujet de la souffrance au travail au sein de l'URPS. En effet, les médecins libéraux sont au premier plan, tant pour l'accueil que pour la prise en charge des patients en souffrance. Comment se positionner dans l'accompagnement, mais ni pour ni contre? Quand orienter? Comment rédiger des documents en protégeant nos patients, mais en nous protégeant nous-mêmes également? Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse. Et pour ceci, sont rassemblés pour ce webinaire des psychiatres, médecins généralistes, conseillers ordinaux. Et je vais, sans plus attendre, donner la parole au docteur Marc Sylvestre. Bon webinaire à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Natacha pour ta présentation. En fait, j'interviens là pour parler juste un petit peu du passé, comment nous nous retrouvons ce soir, et pour ceux qui se posent encore la question, qu'est-ce que l'URPS sans avoir jamais osé le demander? C'est bien sûr une structure de représentants, bien sûr, de la profession, mais aussi de services. C'est ce que nous avons mis en place lors de la précédente mandature, à la suite effectivement d'un sondage, puisque quand nous avions été nommés avec la commission santé mentale, nous nous demandions quel était notre sujet favori. Et les grands sujets, l'autisme, la bipolarité, que sais-je encore, et c'est finalement la question de la souffrance au travail des patients, qui est apparue 76% largement devant tous les autres sujets, comme une des préoccupations majeures du quotidien médical. C'était en 2016. Nous avons alors diligenté en 2017 une enquête sur le rôle des psychiatres libéraux dans la prise en charge de la souffrance au travail, et nous avons commencé à travailler également avec la commission de médecine générale au travers d'une enquête sur le rôle des médecins généralistes dans cette prise en charge. Il en est ressorti, vous en trouverez d'ailleurs des extraits, un colloque qui s'est appelé « Regard croisé sur la souffrance au travail », tant effectivement le problème de la coordination est essentiel, et qui a réuni plus d'une centaine de médecins et un large panel d'experts représentant toutes les parties prenantes de l'employeur, la médecine du travail, l'assurance maladie, la loi et bien sûr le patient. Depuis 2017, les travaux sont menés par un groupe santé mentale en partenariat avec la commission, donc médecine générale, qui aboutit à quatre sous-groupes qui ont travaillé pour définir des fiches pratiques. Il est apparu 2 écueils principaux. L'aspect juridique, celui du secret professionnel, dont vous pourrez trouver sur le site de l'URPS. Ici, vous la suivez, vous évitera tous les écueils d'intervenir dans le schéma très difficile, très labyrinthique de la prise en charge, et puis l'autre d'informations sur la prise en charge des patients dans cette souffrance au travail. En 2019, effectivement, les fiches pratiques ont été diffusées. C'était un des grands succès, d'ailleurs, de la présente mandature, beaucoup de téléchargements, avec effectivement aussi l'idée qui a été demandée aussi par vous, de créer des annuaires de ressources en souffrance au travail par département. Nous avions commencé à ce moment-là effectivement dans les Hauts-de-Seine, et je suis ravi d'apprendre que la nouvelle URPS s'est emparée du sujet pour développer aujourd'hui d'autres annuaires de ressources, et j'espère bien que ce soir, chacun sera convaincu de l'intérêt de la coordination, et peut-être qu'un jour naîtra enfin une équipe de soins spécialisée en psychiatrie, tant la saturation de la psychiatrie rend parfois difficile l'accès pour les patients dans ce domaine en particulier. Voilà, j'espère ne pas avoir abusé du temps, et je passe la parole aussitôt. Voilà. Alors, Voilà, Michel. Oui. Allez, vas-y, Michel. Ouais. Donc, ma spécialité, c'est la psychopathologie du travail. J'ai souhaité vous présenter un petit peu la clinique de la psychopathologie du travail. Déjà, en partant de cette photo des temps modernes de Chaplin, hein,
un film qui a presque 90 ans, où déjà la question du travail se posait, mais là, c'était le travail physique et la charge mentale. Et maintenant, l'évolution, c'est que c'est principalement la charge mentale. Le travail physique, pour la majorité des gens que nous voyons, c'est du tertiaire, donc c'est une charge mentale qui est en cause. Donc, on verra ça d'un point de vue clinique, psychologique et de l'environnement. Voilà, à travers une observation que le docteur François Bonneau va vous présenter. Ah, c'est cliqué. D'accord. OK. Bon, ben, je vais la lire quand même parce que c'est toujours plus simple. François, Voilà. qui est médecin Alors, généraliste. moi, je suis François Bonneau, médecin généraliste à Maule dans les Yvelines et je fais partie avec Marc Sylvestre de l'équipe qui a travaillé depuis 2017 sur le sujet. Voilà. Donc, le cas, j'ai refait un cas qui correspond à une multitude de cas en réalité. D'une Céline qui a 40 ans, qui est employée depuis 10 ans dans une grande compagnie d'assurance dans laquelle elle gère l'épargne retraite. Elle subit une pression constante pour de meilleurs résultats et jusque-là, c'était un challenge très stimulant et valorisant parce qu'effectivement, elle éprouvait toute satisfaction à avoir des très bons résultats à son travail. Il y a un nouveau chef qui est nommé et il amène de nouvelles consignes qui sont en contradiction avec les méthodes habituelles et les 10 ans d'habitude de travail qu'elle avait. Et avec ce brutal changement, elle commence à accumuler du travail en retard. De plus en plus, elle dort mal, elle rêve de son travail, elle est de plus en plus fatiguée. Comme elle est de plus en plus fatiguée, elle accumule du retard au travail. Et puis, on commence à lui faire des réprimandes et lui expliquer que ce n'est pas bien ce qui se passe. Et donc, elle consulte pour ce qu'elle dit. Elle dit que c'est un burn-out. Alors, est-ce qu'il y a un harcèlement? Est-ce qu'il y a une insuffisance professionnelle? Est-ce qu'elle essaye de nous mener en bateau? C'est toujours très compliqué. Nos patients, on les croit et c'est un petit peu compliqué de faire le diagnostic. Et là, on va parler de tout ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on prend en charge? Comment on accompagne? Et puis, il faut envisager une reprise du travail parce que à un moment ou l'autre, il faut y retourner et c'est inéluctable. Voilà. Suivante. Alors, moi, je vais reprendre. Voilà. Donc, cette patiente, ce qu'on peut dire, il y a d'abord une clinique psychique. Qu'est-ce qu'elle présente sur le plan psychique? Ensuite, on verra la clinique somatique. Et enfin, le cadre de travail, l'environnement professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans cette clinique psychiatrique? On recherche l'envahissement psychique et elle, c'est très net. Elle y pense toute la journée, elle en rêve la nuit. Là, pour l'instant, apparemment, c'est des rêves, ce n'est pas des cauchemars, mais quelquefois, ça peut tourner au cauchemar. Elle a des insomnies. Donc, tout ça, c'est les signes d'envahissement. Après, se pose la question du burn-out. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, il y a l'asthénie physique et psychique. Elle est vidée. Le burn-out, si on prend l'étymologie, c'est les gens qui sont consommés de l'intérieur, qui sont brûlés par le travail. Et donc, cette femme, elle commence à être un peu brûlée. Alors, en plus de la fatigue, il y a le sentiment d'échec. Elle est dans ce sentiment d'échec. Et il y a un épuisement émotionnel qui fait que progressivement, la personne a l'impression que tout ça, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Il y a même un certain cynisme, un détachement, et avec l'idée de toujours plus travailler, et d'un travail qui est de moins en moins efficace. Donc, elle est sur la pente, elle est sur la pente du burn-out. Elle n'est pas encore dans un grand burn-out, mais ça peut apparaître. Alors, les symptômes de la lignée anxieuse, bien évidemment, en tête, c'est les troubles du sommeil. Et ce qui est caractéristique quand il y a une anxiété importante, c'est les réveils vers 4-5 heures du matin, les réveils très précoces, qui signent qu'il y a une tension anxieuse et que lors des micro-réveils, lors d'un changement de cycle, le patient va se réveiller et à ce moment-là va se mettre instantanément à ruminer son travail. Les autres symptômes de l'anxiété anxieuse, on peut avoir tout ce qui est somatisation, on peut avoir tout ce qui est tachycardie, essoufflement, enfin bon, tous les symptômes classiques de l'anxiété, les troubles digestifs. Après, on va rechercher des éléments dépressifs. Cette dame, ce n'est pas moi qui ai fait l'observation, je ne la connais pas,
on peut chercher, est-ce qu'il y a une petite dimension dépressive? Pour l'instant, ce n'est pas très marqué. Donc, il va falloir s'interroger sur, est-ce qu'elle a des idées noires? Est-ce qu'elle souhaite simplement que ça s'arrête? Ou est-ce qu'elle veut vraiment mourir? Est-ce qu'elle a déjà elle a d'autres éléments? Elle a déjà fait des dépressions ou d'autres éléments qui fait qu'elle n'arrive plus à lire, des troubles cognitifs. Hein. Surtout au travail, c'est très intéressant de chercher les troubles cognitifs. Et après, les dernières choses, on va dire, c'est le découragement. Mais ça, elle est découragée, cette femme. Elle a plus une timide négative, elle est triste. Alors ensuite, on recherche les syndromes de stress post-traumatique. Ça, c'est quelque chose de très important, car il y a 2 modèles pour avoir un syndrome de stress post-traumatique. Un événement stressant unique, style un attentat, une agression, ou la multiplication de petits événements quotidiens répétés, toujours au même endroit, de stress qui donne ce que j'appelle le supplice de la goutte d'eau chinoise. Vous savez, on attache un prisonnier sous une goutte d'eau qui tombe toutes les secondes, et une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, et personne ne peut résister, simplement certains sont plus costauds que d'autres. Donc on obtient exactement les mêmes syndromes de stress post-traumatique avec ces petits stress quotidiens, avec à ce moment-là, bien évidemment, des réactions émotionnelles terribles dès que le patient est confronté au travail. Et on voit des patients qui, le simple fait d'aller au travail le matin, ont la boule au ventre, ne peuvent pas franchir vomissent avant de partir, hein, ne peuvent pas franchir le seuil de l'immeuble où ils travaillent, avec souvent des cauchemars la nuit. Là, dans ces cas-là, on a des cauchemars la nuit qui vont avec. Hein. Et enfin, bien évidemment, on va chercher si cette personne, au-delà de ses symptômes au cours du travail, a aussi des antécédents psychiatriques. Est-ce que vous la connaissez surtout pour les médecins généralistes? Est-ce qu'elle a fait d'autres dépressions? Est-ce qu'elle a des troubles plus sévères au niveau psychiatrique? Voilà à peu près les grandes lignes de ce que l'on peut dire dans la clinique psychique. On passe à la suivante. C'est le médecin qui va nous présenter la clinique somatique. Voilà. Alors, le médecin généraliste, voilà, pardon. La clinique somatique, voilà. Donc, la première chose, c'est une asthénie qui ne récupère pas avec le repos. Et quand on est fatigué et que le repos n'amène pas de solution, c'est quand même un signe d'alerte. Les troubles de sommeil, on vient de le voir, c'est aussi évident. On peut avoir, du fait de ce stress continu, des symptômes tels qu'une hypertension artérielle. Hein, il y a des gens, effectivement, qui ont des conséquences vraiment organiques de ce stress au travail, quelle que soit la cause d'ailleurs. Et bon, tous les symptômes physiques de la ligne anxieuse, hein, donc ce que disait mon collègue Michel Amand, c'est les vomissements, enfin tous les signes physiques. Les gens vont parler de boule au ventre, il y a des dyspnées, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas très bon, on trouve ça effectivement assez souvent. Les troubles musculo-squelettiques, ça peut être un motif de consultation aussi, hein, parce que derrière il y a l'annonce, l'objectif de la consultation pour les patients ou patientes, c'est les troubles musculo-squelettiques, et en réalité derrière il y a un problème au travail. C'est quelquefois quelque chose qu'il faut rechercher quand on a ce motif de consultation. Il peut y avoir décompensation d'une maladie chronique, voire recherche d'une pathologie auto-immune non repérée, dont les pathologies thyroïdiennes. On a tous vu, quand on a commencé à travailler sur cette histoire-là, le problème de problèmes thyroïdiens qui peuvent être à la fois cause et conséquence, et des diabètes même qui arrivent avec des périodes de stress comme ça. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut regarder, et ça va s'intriquer avec l'asthénie qui ne récupère pas, des troubles du sommeil, l'hypertension. On arrive à avoir des choses qui sont extrêmement mélangées, et c'est pas toujours facile à voir, mais il faut savoir chercher derrière le problème quelquefois au travail. La souffrance, il y a autre chose que le symptôme somatique. Voilà. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, non, il faut descendre.
Ah non, alors pour descendre, non, alors. Oui, alors voilà, ça c'est, j'avoue avoir mis, voilà, il y avait une phrase essentielle, c'est il faut que, au travail, il faut que le travail ait un sens et il faut que ce soit dans des conditions décentes. Bon, j'avais mis effectivement 2 petites images, effectivement, où là, on demande à des gens de balayer le sable du désert pour le mettre juste à côté. Donc, c'est le genre de choses, d'un travail qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. Et puis, ben, le petit placard à balai, ben, ça, voilà, c'est bon. Mais c'était pour avoir l'image dans la tête. La clinique du contexte professionnel, alors, là aussi, non, c'est… Moi, je vais reprendre, je crois. Vas-y, reprends, oui, Michel. Je vais reprendre, Voilà. oui. Alors, juste, je dirais, je compléterai par rapport aux maladies auto-immunes dont on parlait tout à l'heure, car je suis vraiment confronté très souvent, c'est-à-dire le stress chronique déséquilibre le système du cortisol et génère des troubles de l'immunité, et en particulier des phénomènes auto-immuns. Et j'ai un nombre de maladies auto-immunes graves qui sont déclenchées dans un contexte de conflit au travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à rechercher. Et plus j'avance, parce que c'est quand même une activité, ça représente 50% de mon activité, la souffrance au travail, plus j'avance, plus je rencontre ce type de pathologie. Alors qui prend là Moi, oui, je veux bien commencer, et puis tu complètes. Voilà. Il faut quantifier un petit peu cet état clinique dès le départ. Attention effectivement aux risques somatiques et quel est le retentissement sur la capacité de travail. Et faire le bilan aussi des comorbidités, syndrome dépressif, les addictions, PTSD, c'est toi qui as écrit ça, et antécédents psychiatriques. Michel, PTSD, la PTSD, c'est syndrome de stress post-traumatique. Ah, d'accord. Ah, d'accord, oui, c'est en étranger. Post-traumatique, c'est en étranger. C'est un cerveau croate. Ah, d'accord. Un cerveau croate. Voilà. Et donc, parce que la conduite à tenir va découler aussi et de la situation vis-à-vis du travail et de l'état global de la personne. Et entre eux, il y aura soit un simple accompagnement, soit un suivi spécialisé, soit un arrêt de travail, c'est-à-dire et prescription éventuelle. Voilà. Alors, les signes de gravité, peut-être, je peux reprendre. Voilà, oui, c'est la suivante. Je dirais juste quand même que lorsqu'on a travaillé pour faire les documents de l'URPS là, en 2019, on a constaté qu'il y avait des cas très, très, très différents en termes d'intensité de la symptomatologie et que les cas que voyaient les psychiatres étaient souvent beaucoup plus sévères avec des arrêts de travail qui durent des mois, des temps de récupération très, très longs, par opposition à des burn-out et des problématiques qui sont plus légères. Donc, c'est l'importance de la clinique qui fait qu'à un moment, il faut passer la main, la profondeur de la symptomatologie. Alors, l'arrêt de travail qui est le premier traitement, parce que le but, ce n'est pas parce que la personne est physiquement incapable de travailler, c'est parce que le travail, on juge qu'il est délétère et que pour pouvoir, il faut isoler le patient de son travail. L'isolement, et c'est un vrai arrêt de travail. Et c'est là où j'insiste, l'arrêt de travail, c'est quelque chose qui nécessite que l'entreprise cesse de communiquer. Vous savez, quand vous êtes en arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu et que donc l'entreprise n'a pas à contacter le patient. Et lui-même, il est souhaitable qu'il n'ait pas trop de contact. Parce que, en fait, si on veut l'isoler du climat pas familial, mais délétère, professionnel de l'entreprise, il convient que les copains ne viennent pas lui raconter toutes les vilainies qui continuent à se produire. Donc, il est à la maison et il faut qu'il s'occupe de lui, qu'il prenne soin de lui. Donc, alors, nous sommes souvent confrontés à des patients qui ne veulent pas s'arrêter. Parce que, voyons, vous n'y pensez pas, je suis en plein milieu du projet, je ne vais pas les laisser tomber, il y a une sorte de déloyauté à s'arrêter. Les gens qui sont vraiment persuadés qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent, mon expérience me dit que nécessairement, c'est le corps qui va lâcher. Et que donc, il faut attendre que le corps lâche, et très souvent, il lâche rapidement, ils vont faire une phlébite, ils vont faire une fracture, ils vont faire quelque chose de somatique qui va les obliger à l'arrêt. Et ça… Pour ceux qu'on arrive à convaincre de s'arrêter, d'habitude, ils acceptent 15 jours.
Ils acceptent 15 jours parce que 15 jours, ils ont l'impression qu'avec ça, ils vont faire c'est un arrêt monstrueusement long. On sait que nous, ça va être beaucoup, beaucoup plus long, mais c'est une manière de négocier l'arrêt. Hein. Donc, le 15 premiers jours est ce qui permet par ailleurs une évaluation régulière et de réorienter. Donc, les arrêts de 15 jours au départ, c'est une manière petit à petit de faire rentrer dans un processus de soins des gens qui souvent disent « j'en ai pas besoin, j'ai pas de problème, tout va bien bon. ». Alors, il faut savoir que l'arrêt de travail, il faut qu'il soit quand même relativement long, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop long. On est pris en fourchette entre les arrêts trop brefs qui ne servent à rien. Une semaine d'arrêt de travail, ça n'a jamais soigné un burn-out. Et les arrêts trop longs, car on sait qu'à 1 an d'arrêt de travail, 4% de reprise et 2 ans, personne quasiment reprend. Donc, quelqu'un qui a 45 ans et qui va ne plus jamais reprendre le travail, c'est quand même très embêtant à tout point de vue, au point de vue social, au point de vue humain, au point de vue financier. Donc, on arrête, mais pour prendre soin du patient. Ce n'est pas arrêter pour simplement attendre que le temps passe. Voilà. Et c'est là que, voilà, ce que j'avais mis, c'est là qu'on a un rôle de premier plan, justement, en prévention de la catastrophe, en dépistage précoce, comme je disais qu'il faut chercher la souffrance au travail derrière un problème somatique, la prise en charge active et en accompagnement. Et c'est là qu'on a un travail de collaboration entre le psychiatre et le médecin généraliste, hein, pour savoir basculer quand il y a des signes qui montrent que vraiment la personne ne va pas bien et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge plus compliquée. Voilà. Et donc, il y a vraiment un travail qui est un peu compliqué du fait de nos agendas qui sont remplis et bourrés et que c'est un peu difficile de ce côté-là. Mais voilà, il y a vraiment un travail en commun à faire. Alors, les messages lors de la première consultation, voilà, l'arrêt de travail, c'est la base du traitement. Et ça, à faire respecter par qui demande le patient et l'employeur. La question des coups de fil, on vient d'en parler. C'est un peu compliqué. Je me rappelle quand on avait fait ça en 2017, la CEPAM avait eu un petit peu de mal quand on avait mis que l'arrêt de travail, c'était la base du traitement, parce que ce n'est pas exactement dans la culture de l'assurance maladie. Mais enfin, le message est passé et je pense que maintenant, c'est le nombre d'arrêts de travail pour souffrance morale au travail est tel qu'ils sont mis devant le fait accompli. C'est quelque chose qui est un problème de société et donc on n'a plus trop de problèmes. Alors, la rupture des liens, effectivement, les coups de téléphone, c'est vraiment très délétère parce que il faut que la personne soit seule et ne soit pas effectivement avec des questions du travail, est-ce que le projet a avancé et autres et tout, etc. Il faut vraiment, c'est comme un clou dans la chaussure, il faut enlever le clou. Sans ça, ça continue à faire souffrir. Voilà. Alors, oui, Michel, vas-y. Oui, justement, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on recherche? Vers quoi on va mener ce patient? Il travaille d'une façon qui le mène dans le mur. Il va falloir qu'il revoie sa relation au travail. Hein. Qu'est-ce qui fait que ça se termine par un burn-out, ça se termine par un envahissement moral? Donc, l'arrêt de travail, c'est l'occasion d'avoir un retour sur soi-même et de pouvoir petit à petit explorer sa relation au travail et comment il en est arrivé. Voilà. Et donc, le but n'est pas simplement de faire disparaître les symptômes avec un peu de traitement symptomatique, quelques anxiolytiques, un peu d'antidépresseurs, une bonne claque derrière la tête. Non, le but, c'est surtout que la relation au travail et la vision du travail changent, évoluent pour qu'il n'y ait pas de rechute. Et nous avons tous des patients qui refusent strictement de réfléchir sur eux-mêmes ou qui refont des burn-out tous les 2 ans. Donc, nous ne sommes pas là pour juger, valider qui sont maltraités, juger qui sont des tirs au flanc ou juger que l'employeur est un méchant. Nous sommes là pour les aider à réfléchir, les accompagner dans cette réflexion et qu'eux-mêmes puissent se faire leur idée sur ce qui se passe,
savoir s'ils sont adaptés, inadaptés à cette entreprise ou à ce poste, à ce type de travail, c'est-à-dire pouvoir faire le point sur eux-mêmes, sur leur trajectoire, leur identité professionnelle. Car il y a deux identités, l'identité affective et l'identité professionnelle. Et la souffrance au travail, c'est l'identité professionnelle qui est heurtée. Et c'est quand même quelque chose où on passe 35 heures, 40 heures, 50 heures par semaine sur 40 ans de sa vie. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est important qu'à ce moment-là, on puisse à un moment prendre du recul. Et donc, la pathologie et la souffrance au travail nécessitent de très nombreux intervenants. Et c'est là où ça devient complexe, parce que donc, au départ, souvent, le patient va voir son médecin généraliste, hein, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a envie de s'arrêter, parce que ça ne va pas. Et à la suite de ça, peut-être, il va falloir faire intervenir le médecin du travail, parce que dès qu'il y a un arrêt de travail de longue durée, il faut que le médecin du travail soit mis dans la boucle, où on va faire une reprise en temps partiel thérapeutique qui va aussi nécessiter le médecin du travail. Comme l'arrêt est long, le médecin de la sécurité sociale de la CEPAM va souvent se manifester au bout de 3-4 mois. Il va y avoir la question juridique, hein, est-ce qu'il y a un futur prud'homme, est-ce qu'il faut un avocat, les assistantes sociales quand il y a des problèmes d'argent. Donc nous avons énormément d'intervenants et qu'il s'agit de coordonner avec le problème du secret médical, et ça on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai fait moi une temporalité. Voilà. Vas-y, tu veux en parler, François? Non, vas-y, c'était toi qui avais écrit ça. C'est-à-dire que je commenterai après. Oui, voilà, c'est ce qu'on l'expérience de suivre énormément de souffrance au travail m'a amené à penser la temporalité de cette souffrance au travail, parce qu'on retrouve à peu près toujours la même évolution dans cette clinique. Donc, nous avons toujours une première période où les gens se disent incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont fatigués physiquement, psychiquement, ils dorment toute la journée, ils ne font rien. Et ça peut durer quelquefois, dans les cas les plus lourds, des burn-out les plus sévères, on peut avoir 2 mois où la personne ne fait rien d'autre que de rester allongée, de ne pas lire, de marcher un tout petit peu, d'aller de son fauteuil à son lit. Et ce qui récupère en premier, c'est le côté physique. Il y a un moment, les patients reprennent des forces. Ils ont un peu plus de capacité, par exemple, à aller faire des courses, à sortir ou à faire un peu de cuisine. Et ensuite, il y a une récupération psychique, c'est-à-dire ils se réintéressent à quelque chose. Et très souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est un intérêt pour tout ce qui est sensoriel. C'est un retour par le sensoriel. C'est des gens qui mangeaient uniquement du tout prêt, qui se remettent à faire la cuisine, faire les courses et faire la cuisine. Des gens qui aimaient le sport, qui avaient tout abandonné, qui reprennent le sport. Des gens qui aimaient le cinéma ou la littérature, qui se remettent à lire. C'est-à-dire il y a un plaisir qui revient pour soi-même, indépendamment du travail. Mais ça, c'est souvent au bout de 3-4 mois que nous voyons ce genre de choses. Alors, quand les gens ont récupéré sur le plan physique et psychique, on atteint la deuxième phase qui est, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? C'est-à-dire, ce patient, il a eu un gros pépin, le travail l'a rendu malade, et il va falloir aviser pour la suite, soit en reprenant dans la même entreprise, c'est-à-dire en analysant l'accident et en comprenant pourquoi il est survenu et de voir les possibilités de reprendre dans la même entreprise, ou au contraire, en décidant de quitter l'entreprise. Donc ça se fait, on va dire, entre 4 et 6 mois à peu près. Dans les gros burn-out, c'est le délai à peu près. Si la reprise n'est pas possible dans l'entreprise, c'est comment on va faire pour le faire sortir. Et si la reprise est possible, comment on va faire pour que ça ne rechute pas derrière, c'est-à-dire comment on va permettre une reprise progressive, car quand on s'est arrêté 4-6 mois, on ne va pas reprendre plein temps direct, ce n'est pas possible, personne n'est capable de le faire. Il va falloir articuler ça avec la médecine du travail, avec un éventuel reclassement, parce que si on est parti trop longtemps, le poste a disparu, tout a été réorganisé dans l'entreprise et on revient et personne ne vous attend. Donc là, il y a tout un travail pour la reprise qui est très intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a décidé sortie de l'entreprise ou au contraire retour dans l'entreprise, il va falloir mettre ça en œuvre. Donc la sortie de l'entreprise,
c'est par quels moyens. Est-ce que c'est une entreprise qui fait des ruptures conventionnelles de façon à préserver les droits sociaux au chômage des patients, hein. L'autre moyen, quand vraiment il n'y a pas moyen, parce qu'il n'y a pas vraiment de dossier, où la personne est vraiment est très fatiguée, sans qu'il y ait eu un harcèlement, sans que l'entreprise soit particulièrement en cause, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'auto-détruire, hein. Dans ce cas-là, on va passer par l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Et donc, ça fait appel au médecin du travail. Et enfin, la meilleure solution, bien évidemment, pour partir, ça sera, dans l'idéal, c'est que quelqu'un trouve un travail ailleurs et démissionne pour s'engager dans un autre travail. Mais malheureusement, quand les gens viennent nous consulter, d'habitude, ils sont très bas, ils sont vraiment pas bien, et on ne passe pas des entretiens d'embauche quand on est très bas. Voilà, donc ce que je pourrais dire. Maintenant, François, tu peux commenter si tu veux par rapport à ces trois femmes. Oui, il y a juste un commentaire très important, c'est le rôle des visites de pré-reprise. Hein. C'est-à-dire que pendant l'arrêt de travail, un employé n'a pas besoin de l'autorisation de l'entreprise pour aller voir le médecin du travail. Il peut contacter directement les services de médecine du travail et demander directement une ou plusieurs visites de pré-reprise. C'est ce qui va permettre là aussi au médecin du travail de déterminer quelle est l'aptitude au poste. La seule chose qu'on cherche à savoir de ce médecin du travail, c'est l'aptitude au poste. Ce n'est pas l'accompagnement. Voilà. Alors, on peut peut-être rajouter un petit mot sur le médecin du travail qui a sa propre idée de l'aptitude au poste, c'est-à-dire c'est lui qui décide. Et moi, il m'arrive quelquefois de penser vraiment qu'il faudrait une aptitude, mais si le médecin du travail n'est pas d'accord et veut absolument réintégrer le patient, j'ai eu le cas récemment dans une très grande entreprise qui pourtant ne va pas bien, il a voulu absolument réintégrer la patiente. On est obligé dans ce cas-là de suivre l'avis du médecin du travail, on ne peut pas passer outre, ça peut arriver. 5 minutes. Voilà. Alors, le traitement, bon, on en a déjà parlé un peu, c'est pour ça on peut aller assez vite puisqu'on a parlé. Le meilleur traitement, c'est d'être à distance du travail, donc c'est l'arrêt de travail. Or, ce n'est pas une maladie, donc une fois, ça a été un petit peu compliqué. Il n'y a pas de médicament de la souffrance au travail, il n'y a pas de traitement spécifique pour ça. On a des traitements symptomatiques, c'est qu'on va traîner les symptômes dépressifs, les troubles du sommeil, l'anxiété, prendre aussi en charge non médicamenteux avec des psychothérapies. On est surtout on traite les symptômes. L'essentiel, c'est d'enlever du travail qui est, comme je disais tout à l'heure, le caillou dans la chaussure. Alors, c'est quelque chose qui se fait, tout ça, dans le temps et en pluridisciplinaire. Alors ça, c'est… il y aura juste une image à montrer rapidement après pour montrer qu'on est dans un schéma qui n'est pas du tout habituel dans la prise en charge des patients qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Voilà. Alors, il y a de nombreux intervenants, effectivement, médecin du travail, à passer… Next slide. Voilà, c'est bon, voilà. Merci. Bon, alors, on va les citer comme ça. Le médecin du travail, on vient d'en parler. Le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie, effectivement, qui va se réveiller à 3 mois parce que l'arrêt de travail commence à durer. Les consultations de pathologie professionnelle, on pourra en parler un petit peu après, les structures spécialisées, des psychologues. Et puis, il y a des non-médicaux qui arrivent dans cette histoire-là parce que quand il y a un conflit avec l'entreprise, il va y avoir les avocats, les syndicats, peut-être une assistante sociale parce qu'il peut y avoir des problèmes financiers. Et on se retrouve là avec des problèmes déontologiques parce que c'est des gens qui sont non médicaux et à qui on n'a pas à parler. Alors, c'est complexe parce que ça sort de nos habitudes de prise en charge et puis les réseaux ne sont plus ceux qu'on avait d'habitude. Alors, next slide. Voilà, la diapositive suivante, c'était juste… Voilà, pour… C'est d'une simplicité évidente, c'est juste pour montrer que c'est très simple. Voilà, mais voilà, c'était juste… bon, j'avais fait ça, il y avait un petit côté… humour aussi, hein, c'était pas quelque chose on n'est pas obligé de faire tout ça, mais c'est pour montrer que voilà, on n'en sort pas comme ça. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. Voilà. La diapositive suivante maintenant. Alors voilà, le contact avec les autres médecins. Alors moi, j'ai écrit, parce que je suis un petit peu provocateur quand même, c'est pas toujours facile de trouver un confrère psychiatre disponible. Surtout un psychiatre. Voilà. Bon, je n'accuse personne, c'est notre problème de société globale qui fait ça.
là aussi parce que leur charge de travail a augmenté vu notre société qui est de plus en plus compliquée. Mais ça pose, on aimerait bien en avoir plus, des contacts. Le médecin conseil de l'assurance maladie. Alors, on va commencer à pouvoir parler avec eux éventuellement de la différence entre un accident du travail et une maladie professionnelle. Parce que quelquefois, la souffrance au travail peut être la conséquence d'un événement brutal. Je vais juste donner un exemple que j'ai eu. Moi, c'est quelqu'un qui pensait faire parfaitement son travail, bien tout comme il fallait, et s'est retrouvé du jour au lendemain avec une mise à pied, sans être averti auparavant, ce qui était quand même… Et donc là, ça a été un accident du travail, puisque brutalement, dans la journée, elle s'est trouvée incapable de travailler brutalement dans la journée, quoi, en recevant cette mise à pied. Donc, voilà, c'est… Et là aussi, faire attention au formulaire. Oui, Michel, tu vas intervenir tout de suite. Par rapport à l'accident de travail, hein, mon expérience montre que les médecins généralistes sous-déclarent. Oui. C'est très casse-pied, hein, je connais bien le problème, mais ils sous-déclarent parce que bon, il y a des circulaires de l'assurance maladie là-dessus qui disent très bien qu'il faut un événement subit, mais oui. Par exemple un entretien où la personne va péter les plombs et partir en larmes ou faire une crise de tétanie, c'est un accident de travail. Par exemple, oui, tout à fait. Récemment, j'ai eu un cuisinier dans un lycée ou avec un changement de proviseur qui était vraiment très, très désagréable. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes cardiaques par ailleurs. Et il a fait un syndrome de menace dans sa cuisine quand elle est venue lui faire une scène pour je ne sais quoi. Il est parti avec le SAMU. Donc, c'est un accident de travail, ça, alors que ça n'a pas été pris en accident de travail. Ou pour reprendre un autre exemple, même si c'est un état chronique qui dégénère, je pense à dans une très grande banque, hein, quelqu'un qui était responsable de la sécurité à très haut niveau, un ingénieur très haut, qui en prenait toujours plus, et un jour on lui a fait une remarque et il a dévasté son bureau, c'est-à-dire qu'il a tout cassé. Il a tout cassé, les vitres, les murs, les portes, et c'est les pompiers qui sont venus le ceinturer. C'est un accident de travail. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est ce que je disais pour la mise à pied, c'était un exemple. Attention aux situations psychiques préexistantes. Et c'est là que on peut avoir des gens qui ont des personnalités qui étaient bien équilibrées dans leur vie. Hein. Moi, j'avais eu l'exemple d'un gentil comptable qui était parfaitement équilibré dans son boulot, dans lequel il travaillait à son rythme avec ses factures, ses papiers et tout, et qui a été complètement déstabilisé. Et là, du coup, c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'il a déstabilisé son équilibre qui finalement, le travail peut servir à équilibrer les gens. Ça fait partie de la vie. Et quelquefois, il peut y avoir d'autres pathologies psychiques préexistantes qui vont se trouver exacerbées par le conflit ou un conflit ou des choses comme ça au travail. Et là, c'est là qu'on aimerait bien avoir un collègue psychiatre rapidement disponible. Allez, j'enfonce le clou. Bon, le médecin du travail. Alors là, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de partage de secret professionnel avec le médecin du travail. C'est-à-dire que le médecin du travail ne fait pas partie de l'équipe de soins et il ne fait pas partie du secret professionnel. Pourtant, il faut et on doit souvent conseiller aux patients d'aller voir le médecin du travail. Et là, toujours, ce que je dis, c'est pour son aptitude au poste. Il n'est pas question, il faut faire attention, quand le médecin du travail nous téléphone, on n'a pas à répondre au médecin du travail parce qu'on ne peut rien lui dire. Il ne faut pas lui téléphoner non plus parce qu'on ne va pas lui dire grand-chose. Par contre, la solution, c'est de faire, par exemple, une lettre au patient adressée au médecin du travail. Je vous adresse, monsieur ou madame, au sujet de son aptitude au poste. Et à ce moment-là, c'est le patient qui va expliquer ce qui se passe, mais ce n'est pas nous qui vont écrire quoi que ce soit et prendre position sur quoi que ce soit. Ces visites de pré-reprise sont quand même nécessaires parce que ça permet au fur et à mesure de voir quelles sont les possibilités, parce que lui, le médecin du travail, sait ou peut voir avec l'employeur ce qui est possible comme aménagement de poste, reclassement, changement de service, que ce n'est pas à nous de le faire du tout. Et donc, c'est quand même important que nos patients qui en sont en souffrance morale au travail aillent voir le médecin du travail. Lui seul peut trouver des portes de sortie, quelquefois avant, assez rapidement.
Vas-y, Michel. Et, la visite de pré-reprise, nous voyons une symptomatologie, nous voyons un tableau clinique. Le médecin du travail voit un service, puisque c'est le même médecin du travail qui voit l'ensemble d'une entreprise. Hein. Donc, il a les voyants rouges que nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'il en a peut-être vu déjà 3 ou 4 du même service, et il sait très bien de quoi on parle, quel est le problème. Il sait très bien aussi que telle personne est toxique, hein, tel manager, il faut s'en méfier. Donc, ça va lui permettre, lui, en tout cas, d'avoir une idée beaucoup plus précise de la réalité du travail. Hein. Et ça, nous ne pouvons pas l'avoir, c'est lui qui l'a. Hein. Et donc, il est sur un autre champ et les capacités de reclassement éventuelles, la façon dont ça peut évoluer ou pas évoluer. Hein. Et alors, il faut effectivement être très prudent dans ce qu'on met avec le médecin du travail, parce que, dans mon expérience, il y a quand même beaucoup de patients qui n'ont pas déclaré leur pathologie au médecin du travail, qui n'ont pas déclaré les traitements qu'ils prennent, et donc ce n'est pas à nous d'aller dévoiler tout ça. Moi, je vais intervenir. Je profite de juste cette respiration pour vous faire part de quelques questions qui sont vraiment en lien avec cette diapositive. Donc, peut-être pourrez-vous répondre maintenant. Tout d'abord, on demande comment remplir un diagnostic sur le certificat de maladie professionnelle ou accident de travail. Deuxièmement, on posait la question de ce responsable de la sécurité, en sachant que donc Michel a évoqué un accident de travail quand il a détruit son bureau. Comment remplir à ce moment-là la feuille d'accident de travail? Et une dernière question pour savoir si dans ce contexte de stress au travail, est-ce qu'il faut obligatoirement que la réaction ait lieu sur le lieu de travail ou a-t-on le droit de rédiger un certificat également lorsque la réaction se passe à distance et si oui, de quelle façon? Alors, je vais répondre très vite parce que pour ne pas interrompre trop le truc. On ne marque pas que ça s'est passé au travail. On met souffrance morale, trouble anxieux, réactionnel, enfin, on met des choses comme ça. Pour celui qui a détruit, on peut marquer décompensation post-traumatique, enfin on peut mettre voilà, des choses, mais on ne va pas mettre que c'est lié au travail. Surtout sur un certificat papier qui va être donné au patient. Donc on peut mettre, voilà, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses. C'est le médecin de la Sécu qui verra en convoquant le patient de quoi il s'agit. Hein. Et il y aura une déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle et ce n'est pas nous qui la remplissons. La suivante, voilà, l'objectif final, c'est la sortie de crise. C'est ce que j'ai dit tout au début, à un moment ou l'autre, il faut sortir de la crise. Bon, reprise au poste précédent, effectivement, l'élément perturbateur, le changement de chef, tout ça peut s'être réglé. Reclassement dans une entreprise, dans un autre service. Démission, ce n'est pas la meilleure situation, sauf si on a trouvé un autre travail ailleurs, ça peut se faire aussi. Rupture conventionnelle, on en a parlé, les entreprises en font, n'en font pas, ça dépend des habitudes de l'entreprise. Le licenciement pour inaptitude, quand il n'y a vraiment pas de sortie possible, mais c'est le médecin du travail qui va la faire et c'est pas nous. Et l'invalidité, ça, c'est la pire des solutions, c'est quand un travail était trop long, que au bout de 2 ans, l'assurance maladie détermine qu'il n'y a plus d'évolution et que les indemnités journalières vont s'arrêter avec une mise en invalidité. Et cette dernière situation n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut absolument s'occuper assez vite de tout ce qui peut être reclassement, voilà, et d'envoyer au médecin du travail pour des reclassements possibles. Alors, ensuite, par rapport à l'invalidité, il y a un élément essentiel, pour ça je le reprends, c'est qu'il vaut mieux que la personne passe en invalidité en étant toujours salarié de l'entreprise, parce qu'elle a droit à la prévoyance, et qu'on n'ait pas fait une inaptitude, parce qu'à ce moment-là, elle est simplement à Pôle emploi, et il n'y a plus la prévoyance de l'entreprise. Ouais. Donc, si on doit aller vers l'invalidité, il vaut beaucoup mieux, dans ce cas-là, attendre, garder la personne dans le poste de façon à ce qu'elle bénéficie de la prévoyance. Oui, tout à fait. Alors, la diapo suivante, voilà, qui est la dernière pour nous. Alors, l'accompagnement de la caisse pendant l'arrêt de travail. Alors, il y a dans toutes à l'assurance maladie des assistantes sociales. Et quand il y a des problèmes financiers ou autres,
on peut envoyer les gens voir l'assistante sociale de l'assurance maladie. Elle va informer aussi donc sur les droits et démarches possibles. Elle va reconseiller, bien entendu, les visites de pré-reprise, les possibilités de bilan de compétences, de formation, d'aménagement du poste, de reclassement professionnel. Actuellement, les gens en arrêt de travail ont droit de suivre, par exemple, des formations à distance. Bon, la loi pourra évoluer pour qu'éventuellement il y ait des formations in situ pendant l'arrêt de travail, dans des arrêts de travail longs. Tout ça, l'objectif, c'est que les gens sortent le plus tôt possible et évitent l'arrêt de travail de longue durée. Et conseils sur les orientations. Et puis, quand il y a des solutions qui sont un petit peu plus compliquées ou définitives, en relation avec divers organismes, MDPH, etc. Mais le médecin conseil fait des choses, mais il y a aussi l'assistante sociale de l'assurance maladie, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci, messieurs, de cette présentation de ce cas clinique avec toutes les réflexions qui l'ont accompagné. On reprendra les questions après. On passe le relais au docteur Christine Louis-Vada sur les obligations déontologiques et après on aura un gros quart d'heure pour les échanges autour des questions que vous posez. Vous pouvez continuer à en poser. Merci. Christine, moteur. Je reprends. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, donc moi, c'est l'aspect déontologique, c'est comment bien faire notre travail auprès de comment bien prendre en charge nos patientes sans nous mettre en danger d'un point de vue ordinal en particulier et éviter les plaintes. Donc, rester dans les clous en faisant le maximum, comme vous l'avez dit précédemment. Alors, je remercie d'abord Natacha Regensberg qui m'a demandé de vous présenter cet aspect déontologique des certificats dans leur rédaction concernant les arrêts de travail. Je suis vice-présidente au CDOM 75 et de formation gynéco-obstétricienne. Alors, c'est moi qui fais défiler, c'est ça, oui? Non, c'est alors la diapositive suivante, voilà. C'est Clément. Donc, en fait, voilà. Qui saisit le conseil, qui porte plainte contre les médecins, ce sont les patients à 63%, 20% les médecins entre eux, 12% de plaintes directes du conseil départemental et des particuliers non patients et divers, la CPAM qui peut aussi porter plainte contre les médecins. La suivante, puisque je n'ai pas la main, le conseil départemental va demander des explications aux médecins et va les transmettre aux patients. Et il peut y avoir une première étape qui est un signalement que l'on appelait autrefois doléance. La diapositive suivante. Donc, le Conseil de l'ordre a pour mission d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession et qui sont dans notre code de déontologie médicale qui est une des parties du code de la santé publique. La diapositive suivante. Les plaintes les plus fréquentes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elles concernent la rédaction et la délivrance de certificats médicaux. En deuxième, vous avez les actes de chirurgie et médecine esthétique, les conflits entre confrères, publicité, atteinte à la moralité, tact et mesures. Mais les plaintes, moi qui suis en charge des plaintes au conseil départemental de Paris, on en reçoit sans cesse concernant les certificats médicaux et en première ligne, les médecins généralistes et les psychiatres, bien sûr, qui vont être les premiers à être mis en cause dans ces plaintes. La prochaine diapositive. Donc, le Conseil de l'ordre, quand il reçoit une plainte, alors, dans notre cas, on va le voir tout à l'heure, ça va être souvent dans le cadre d'une procédure au prud'homme. Le conseil, l'avocat de l'employeur
va déposer plainte pour faire retirer un certificat, un arrêt de travail d'une procédure en cours parce que ce certificat ou cet arrêt de travail va pouvoir faire une relation avec l'état pathologique du salarié et des problèmes dans l'entreprise. Donc, quand on reçoit cette plainte, on va organiser une conciliation. Et dans cette procédure de conciliation qui se passe au conseil départemental, dans cette particularité des certificats, on obtient assez fréquemment, et Natacha Regensberg, qui est conciliatrice et brillante dans cette fonction d'ailleurs, pourra vous expliquer que très souvent, on arrive à obtenir quand même une conciliation et éviter aux médecins de partir sur une procédure plus lourde avec une transmission à la chambre disciplinaire parce que les conseils avocats de l'employeur vont accepter que le médecin réécrive un certificat où dans lequel il va éliminer la mention qui posait problème. Donc ça, on va le voir sur des exemples et à l'issue de cette conciliation, soit il y a de cette réunion de conciliation, soit il y a une conciliation, ça s'arrête là, soit il y a un procès-verbal de carence parce qu'une des deux parties était absente, soit la plainte est transmise après avoir été discutée en séance de conseil à la chambre disciplinaire. Et lors de cette discussion, en séance de conseil, devant les 24 conseillers ordinaux, il va y avoir la possibilité que le conseil départemental s'associe à la plainte, ce qui est fréquent dans le cadre des certificats et plaintes des certificats et arrêts de travail qui sont rédigés avec une relation établie entre une pathologie et un événement, et dans ce contexte, un événement qui se serait passé au travail. La diapositive suivante, je vous remercie. Donc, je vous en ai parlé. On va passer à la diapositive suivante. Notre juridiction disciplinaire, c'est la chambre disciplinaire de première instance qui est au conseil régional. Je peux voir la diapositive suivante. Ce serait bien si j'avais la main. Ce serait quand même plus facile que de vous répéter sans cesse diapositive suivante. Les sanctions disciplinaires, radiation définitive, interdiction d'exercice avec ou sans sursis. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt un blâme et un avertissement auquel nous nous exposons. La diapositive suivante. Donc, les articles qui vont être invoqués dans cette problématique sont le 3 et le 31, avec le 3 qui est le respect des principes de moralité, le 31, la déconsidération de la profession. Alors ça, c'est des articles que l'on va très souvent associer à toutes les plaintes plus spécifiques que vous allez voir ensuite. J'ai mis le 4, c'est la diapositive suivante, le 4, qui est le secret professionnel. On va en parler parce que souvent, il peut y avoir également, bien sûr, dans cette rédaction-là, le secret professionnel et son non-respect qui est mis en cause. Et là, je vous rappelle que c'est du pénal, la trahison du secret. La diapositive suivante, beaucoup plus spécifique de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la 28, rédaction d'un certificat de complaisance ou d'un rapport tendancieux est interdite. Et le 51, c'est l'immixtion du médecin dans les affaires de famille, du travail, dans la vie privée des patients. Alors, je crois que là, nous arrivons, je vous ai fait un petit récapitulatif des différences entre un certificat et une attestation. On voit arriver pas mal de plaintes contre des médecins parce qu'ils ont rédigé des attestations sur leur papier en tête. Donc, les attestations, c'est vraiment un acte citoyen. C'est la voisine, vous avez entendu des coups, de violentes disputes chez elle et elle va vous demander d'attester
que vous avez assisté à une scène, par exemple, de violence conjugale, mais elle ne vous le demande pas au titre de médecin, elle vous le demande en tant que citoyen. Et bien sûr, il faudra à tout prix éviter d'utiliser le papier, votre papier en tête, qui pourrait faire penser au juge que vous êtes médecin et accorder plus de foi à cette attestation. Et à ce moment-là, bien sûr, la partie adverse pourrait, et ça nous arrive très fréquemment, déposer une plainte. Voilà. Donc, le certificat, c'est après un examen clinique de son patient, uniquement ce qui est personnellement constaté par le médecin, ne pas faire état d'une situation qui est rapportée par le patient, en particulier, par exemple, de difficultés au travail, ni la relier à l'état du patient, ne pas mettre en cause un tiers si vous n'avez rien pu constater, et remettre en main propre au patient ou aux parents si le patient est mineur. Diapositive suivante, je pense qu'on arrive aux exemples. Et donc, le premier exemple, donc, alors ça, ce sont des plaintes qui sont arrivées dans le mois qui a précédé, c'est-à-dire dans le courant du mois de mars. Je sous-signe, certifie suivre Madame X, née le, et atteste que je lui prescris des certificats de travail depuis le 9 septembre 2021 jusqu'à ce jour sans interruption et avec prolongation jusqu'au 6 janvier 2022. Cette patiente présente des signes de souffrance professionnelle et se plaint d'un harcèlement au travail depuis septembre 2021. Donc, dans ce certificat, je vais vous le commenter puisqu'on a décidé qu'on ferait les échanges plus tard. Il y a obligatoirement quelque chose que les avocats de l'employeur de cette patiente ils vont s'appuyer là-dessus pour déposer plainte, puisque ça, c'est une plainte reçue très récemment, en disant que le médecin n'était pas là pour écrire cette patiente présente des signes de souffrance professionnelle. J'atténue la deuxième partie puisqu'il met et se plaint d'un harcèlement au travail, mais cette patiente présente des signes de souffrance professionnelle, c'est stabilisé par l'avocat, enfin par l'employeur, dans le cadre toujours de cette procédure au prud'homme. Et donc, l'avocat de l'employeur va déposer plainte pour retirer cette pièce et pour pouvoir dire au prud'homme, regardez, même les pairs de ce médecin ont condamné le médecin parce que son certificat n'était pas valable et donc à partir de là vont s'appuyer pour développer et pouvoir démontrer qu'il ne pouvait pas y avoir d'affirmation que l'état dépressif de la patiente était lié au travail. Elle pouvait très bien avoir des problèmes à son domicile avec son conjoint et donc ne pas se trouver et sa dépression n'étant pas due seulement à une problématique professionnelle. Diapositive suivante. Je vous attends ensuite pour les questions, bien sûr. Et donc là, c'est un arrêt de travail avec état anxio-dépressif, alors survenu ou suite à des atteintes somatiques, non, avec atteinte somatique, souffrance au travail. Eh bien, là aussi, c'est un certificat qu'il ne faut pas rédiger. Ça n'a pas d'intérêt pour votre patiente de mettre souffrance au travail. Nous ne sommes pas les avocats de notre patiente. Et ça, je veux bien qu'on en discute tous ensemble parce que notre travail, c'est de soigner les patients, de ne pas nous mettre en danger dans l'exercice de notre profession. Et le fait d'écrire sur cet arrêt de travail, souffrance au travail, n'apporte rien pour votre patient et récolte, et par contre, sera la source d'ennuis certains pour vous parce que c'est évident que dans ces procédures au prud'homme, il faudra, enfin, la partie adverse voudra disqualifier votre certificat et au-delà de ça, carrément votre pratique. Donc, ce n'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Diapositive suivante. Alors, c'est une lettre, je sous-signais
Ce psychiatre agréé certifie ce qui suit. Madame Untel est venue me consulter pour la première fois le 24 juin 2019. La patiente était en arrêt de travail depuis le 30 janvier sur l'avis de son médecin traitant. Madame me raconte un incident qui s'est produit dans le cadre de son travail lors d'un entretien d'évaluation le 17 janvier 2019, alors que la patiente décrit une situation de travail dominée par un surmenage constant et intensif. Elle découvre que de nouveaux objectifs arbitraires lui sont imposés. Elle refuse alors de signer le compte-rendu de cet entretien. Par la suite, son état de santé se dégrade et aboutit à l'arrêt du 30 janvier. L'examen clinique de Madame met en évidence un état anxio-dépressif très sévère, invalidant avec insomnie, rumination mentale, anorexie, amaigrissement. Il s'accompagne de troubles psychosomatiques sous la forme d'une symptomatologie évocatrice d'une rectocolite hémorragique mettant sa vie en danger, lui interdisant la reprise de son travail. Actuellement, Madame est dans l'incapacité totale de reprendre son travail. Sur le plan digestif, elle est suivie par un médecin spécialiste. Et sur le plan psychiatrique, son traitement comporte 10 mg de Brintellix, certificat établi sur la demande de l'intéressé pour faire évaloir ce que le droit est remis en main propre. Objectivement, sur ce certificat-là, parce que le médecin a pris la précaution de préciser, alors que la patiente décrit une situation de travail dominée, etc., objectivement, je ne sais pas ce que la chambre disciplinaire décidera, mais je pense que le médecin a pris les précautions qui s'imposaient et donc ne peut pas encourir de sanctions pour la rédaction de ce certificat. Diapositive suivante. Et là, on a état de stress avec souffrance au travail. Et donc, alors je le lis mal, si on peut peut-être agrandir. État de stress en rapport avec souffrance au travail, troubles du sommeil, etc. Et donc, eh bien, là aussi, cet arrêt de travail expose le médecin à une sanction disciplinaire puisqu'il établit une relation avec la souffrance au travail et le stress alors qu'il n'était pas là pour le constater. Diapositive suivante, je sous-signais, atteste que Né-le est en état d'épuisement psychique lié au travail, entre parenthèses, burn-out. Un suivi psychiatrique a été prescrit et donc là, évidemment, ce médecin s'expose à une sanction disciplinaire. Je vous rappelle que la chambre disciplinaire, elle est présidée par un juge ou une juge qui vient de la cour d'appel du tribunal administratif et qui juge en droit. Ce président de cette chambre disciplinaire est entouré de 6 à 8 assesseurs qui sont des médecins conseillers ordinaux, qui tempèrent bien sûr les positions, mais le magistrat de la cour d'appel du tribunal administratif, lui, vraiment reste dans les clous du droit. Et donc là, c'est difficile d'arriver à défendre les médecins parce que vous avez épuisement psychique lié au travail, burn-out. Burn-out, comme l'a expliqué un des orateurs précédents, c'est lié directement au travail, cet état de brûlure intérieure, d'épuisement, enfin, se rapporte au travail. Et donc là, le médecin, alors, ce n'est pas des sanctions terrifiantes, ça va être un avertissement, voilà. Mais on va invoquer ces 2 articles, la rédaction des certificats et également les immixtions dans les affaires de famille. Ça, c'est le terme générique, mais qui s'applique aux immixtions dans le milieu professionnel. Et je pense que j'en ai terminé. Si ma mémoire est bonne, je ne l'avais pas. Alors, il y en a un autre. Alors, je veux bien qu'on me l'agrandisse, ou alors je vais le prendre sur mon téléphone parce que je ne vais pas arriver à le lire. Là, on ne peut pas agrandir l'écran. Là. Est-ce que moi, je peux l'agrandir? Je vais le lire, là. Je suis régulièrement en consultation. D'accord.
Madame. Alors, on peut revenir sur la diapositive, pardon, on peut revenir sur la bonne diapositive, je ne l'ai plus, moi. C'est la suivante. Voilà, celle-là. Voilà, je suis en consultation, âgé de 53 ans et 6 mois, qui est en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2020 pour un syndrome anxio-dépressif qui, d'après nos échanges, semble être corrélé à la dégradation de ses conditions de travail. Le médecin conseil de l'assurance maladie a décidé de mettre fin à son arrêt de travail le 1er mars 2021. La patiente ne me paraît pas apte à reprendre son travail dans les conditions actuelles rapportées, avis que le psychologue du travail et sa psychologue clinicienne semblent partager. Il convient de discuter avec vous d'une possible inaptitude à son poste. Donc, c'est une lettre au médecin du travail, ça. Voilà. Alors, donc là, moi, j'ai deux observations. Donc, les précautions sont prises d'après nos échanges, etc. Donc, ce n'est pas le médecin qui il rapporte ce que lui dit la patiente, enfin la patiente ou le patient, mais comme tu l'as dit très justement avant, c'est pas notre rôle de médecin. La lettre là, je pense que elle pourrait juste reprendre. C'est pas au médecin de dire. Il convient de discuter de la possibilité d'un changement de poste. Non, ça c'est pas la peine de le mettre. C'est au patient avec la lettre dans lequel vous avez détaillé son état, en prenant les précautions comme on les a décrites, c'est-à-dire sans faire de relation directe et en disant les propos qui me sont rapportés par la patiente me dit que, ou le patient me dit que. Je dis toujours patiente parce que j'ai une déformation par ma spécialité de gynéco où je vois que des patientes. Donc, donc les patients, en fait, vous ont rapporté des faits, voilà. Par contre, je ne vois pas l'intérêt, ce n'est pas à nous. Il convient de discuter avec vous d'une possible inaptitude à son poste. Vous ne savez pas quel est son poste et quelles sont les tâches qui sont définies dans ce poste-là. Donc, quand vous faites ça, je ne sais pas si ce sera jugé de façon négative par la Chambre, mais en tout cas, c'est un risque qui n'a pas d'intérêt ni pour votre patient et qui vous met en danger. On pourra en discuter plus tard si vous le voulez, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt. La diapositive suivante, et là, on est sur les échanges. Est-ce que vous avez des questions? Merci Christine, et les échanges peuvent porter sur toutes les présentations. Alors, il y a beaucoup de questions sur cette dernière présentation, Christine, merci beaucoup, notamment des gens qui s'interrogent sur le diagnostic. Et là, je reprends une question qui avait été posée précédemment également, que l'on peut ou pas faire figurer sur les feuilles de maladie professionnelle ou d'accident de travail. Le diagnostic de burn-out est-il une mention qu'on peut faire figurer? On a également des services qui sont spécialisés dans la prise en charge du burn-out. On a déjà eu des premières plaintes concernant ce genre de diagnostic. Où en est-on actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer? Alors, burn-out, c'est un terme qui met immédiatement en relation l'état de votre patient avec une souffrance au travail. Donc, il faut ne jamais l'écrire sur un arrêt de travail ou sur un certificat. Et il faut pas faire de relation entre l'arrêt de travail et voilà. Enfin, il faut totalement éviter. Ça n'évolue pas dans ce sens. Alors, pour ce à quoi tu fais allusion, c'est-à-dire, Natacha, le service du docteur Darmon à l'Hôtel-Dieu, qui est le service des pathologies professionnelles, de la souffrance professionnelle, là, justement, dans ce service-là, on essaie de faire évoluer entre guillemets, le législateur, mais bon, en tout cas, la jurisprudence évoluera quand ces affaires arriveront à la Chambre, puisque c'est le tout début de ces services-là, pour justement expliquer
que dans un service comme ce service-là de l'Hôtel-Dieu, hein, qui est en tout cas celui que je connais le mieux et c'est le seul que je connais, eux, ils sont vraiment obligés d'écrire, de rattacher une pathologie à des événements qui ont eu lieu au travail. Donc, c'est vraiment l'exception que l'on peut faire, qui n'est pas celle de notre activité, nous, quotidienne, de médecins libéraux ou hospitaliers qui recevons des patients. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Natacha, tu peux en témoigner parce que tu fais des conciliations depuis des années, hein, depuis 2008, et on est vraiment chaque fois très embêtés pour les médecins qui sont dans une toute bonne foi et vraiment dans un effort pour leurs patients d'aide et qui se mettent en danger alors que finalement, sans faire cette relation, on va apporter autant aux patients que l'on a en face. Pour revenir sur les relations que l'on peut avoir avec les médecins du travail, effectivement, il n'y a pas de secret partagé, donc surtout ne rien écrire, on a eu des plaintes là-dessus, ne rien écrire directement à un médecin du travail, remettre toujours le courrier en main propre à votre patient pour qu'il le porte au médecin du travail et si on a des informations qui vont vous mettre en danger parce que vous allez faire une relation entre le travail, vous allez rapporter un fait qui vous a été… Alors, par téléphone, hein, n'hésitez pas à parler à vos confrères aussi. Hein, on a eu des plaintes pour des courriers entre confrères, médecins traitants, qui confie à un médecin qui fait un courrier, qu'il remet à son patient. Ce patient le remet au confrère psychiatre. Le patient garde une photocopie de ce courrier et dans une procédure au prud'homme, va lever le secret, il a parfaitement le droit puisque c'est son secret à lui, il va lever le secret dans la procédure parce que dans le courrier va être fait le lien entre son état dépressif et ses problèmes au travail, de harcèlement, etc. Et là, bien évidemment, l'employeur va déclencher une procédure ordinale pour se défendre au prud'homme. Également une question concernant, alors je suppose qu'il s'agit du certificat médical de maladie professionnelle, où on demande s'il faut écrire selon les dires du patient. Alors je crois qu'il faut faire la différence entre un certificat médical qu'on écrit directement et sur lequel on peut détailler et dire sur les dires du patient, et un certificat médical d'accident du travail, maladie professionnelle, sur lequel on n'a pas à s'étendre là-dessus. Et même en ce qui concerne la relation des dires du patient, si on n'a pas de constatation de nous-mêmes, on nous demande maintenant de ne pas nous faire le porte-parole des dires du patient et de simplement faire un certificat factuel, et c'est au patient d'expliquer dans quel contexte il a demandé ce certificat. Il y a une demande maintenant concernant l'inaptitude. Lorsque un patient a été considéré apte à reprendre son poste, est-ce qu'il doit reprendre le travail immédiatement et que se passe-t-il lorsque le médecin qui le traite a l'impression qu'il n'est pas apte, qu'il n'est pas en état, plus exactement, de reprendre le travail? Alors, je peux peut-être répondre là-dessus. Je peux? Oui, vas-y Michel, vas-y. Et donc, le problème, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre l'avis du médecin de la CEPAM qui va dire que l'arrêt de travail n'est plus indemnisé et qu'il pense qu'il n'est plus justifié, et le médecin du travail qui, lui, va déclarer le patient inapte. C'est souvent les situations à laquelle on est confronté. Le médecin du travail, le médecin de CEPAM dit « vous reprenez lundi ». Le lundi, donc, le médecin du travail reçoit le patient et il déclare qu'il est inapte. Alors là, on est dans une situation en impasse qui est assez fréquente, parce que le médecin du travail, il ne peut pas reprendre le travail puisque le médecin le déclare inapte, et il ne peut plus avoir d'indemnité journalière parce que le médecin de CEPAM. Donc le but dans ce cas-là, on essaye d'appeler, de faire la liaison entre les deux quand il y a des décalages comme ça.
Alors, nous avons une question qui vient d'arriver. Qu'en est-il des dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle? Alors, je peux répondre un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que la déclaration de maladie professionnelle, on a quand même je crois qu'on a 2 ans pour la faire. On peut faire une déclaration de maladie professionnelle, donc très à distance, hein. Il me semble que c'est 2 ans. Je ne garantis pas, à vérifier. Oui, ça peut, a posteriori, oui, voilà. A posteriori. Oui. Et donc après, à partir du moment où c'est très succinct, le certificat qu'on fait est très très succinct, c'est les formulaires CERFA où il y a 2 lignes. Hein. C'est trouble anxieux ou voilà, ou syndrome mode dépressif, voilà. Voilà. Et après, c'est l'enquête, surtout. Il y a une enquête c'est la CEPAM, mais la version, vous savez, il y a 2 branches à la CEPAM. C'est la branche accident de travail, maladie professionnelle, qui est une branche à part, hein, qui n'est pas de la CEPAM. Ce n'est pas les mêmes médecins conseils qui reçoivent ça. Hein. Donc, il y a toute une enquête qui est mise en route, qui est très longue, chez l'employeur, avec le patient. Des enquêtes qui sont très très lourdes et très invalidantes. Je peux vous assurer que les employeurs, quand ils voient débarquer ça, c'est l'horreur. Hein. Donc, quelquefois, on déclare en maladie professionnelle uniquement parce qu'on sait que c'est une entreprise qui est toxique. Parce que sur le plan de l'intérêt, quel est l'intérêt de la maladie professionnelle? Elle est assez faible, à part une reconnaissance du lien entre travail et maladie. Donc, comme c'est une maladie hors tableau, ça veut dire que c'est soumis à enquête et à commission de validation. Et donc, la probabilité actuellement pour tout ce qui est psy au travail, c'est de l'ordre de 30%, les dernières statistiques à peu près. Hein. La validation entre la reconnaissance en maladie professionnelle et les employeurs se battent comme des beaux diables, mais là, ils n'ont pas tellement le pouvoir parce que c'est la Sécu qui décide, parce que derrière, il y a des cotisations qui sont augmentées. Donc, surtout, ne vous rentrez pas là-dedans en tant que médecins libéraux. Vous vous contentez de mettre sur le CERFA quelque chose de très simple. Et après, si les employeurs veulent ferrailler, c'est avec la CEPAM, c'est pas avec vous. Alors, ceci, nous, on fait le formulaire, le violet, le formulaire d'accident de travail. On va marquer syndrome dépressif, état anxieux, enfin, choses simples, comme tu dis. La demande de maladie professionnelle, c'est le patient qui le fait sur un autre formulaire. C'est lui qui le remplit, c'est pas nous. Donc, voilà, on a un certificat. Pas, voilà, c'est pas nous de le faire. Mais à ce moment-là, de toute façon, c'est le médecin conseil spécialisé accident de travail et maladie professionnelle qui va se prononcer. Et lui, globalement, effectivement, moi, je vois des employeurs qui attaquent très sévèrement le médecin CEPAM, mais ça lui fait ni chaud ni froid. Et nous, on fait que toujours le même certificat et rien de plus, et sans se mouiller. Voilà. Sans se mouiller. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions au chaud? Alors, il y a toujours une question, donc on va réappuyer dessus. Oui. Burn-out ou souffrance professionnelle ne doivent apparaître dans aucun certificat, point d'interrogation, et la réponse en cœur est non. Non. Voilà, nous sommes tous d'accord. Question courte, réponse courte, merci. Donc, avant de passer la parole… je vois une question, pardon, Natacha, je vois une question en rapport avec le 2e certificat analysé par Madame Vada. Le syndrome de souffrance au travail ne constitue-t-il pas un diagnostic médical? Alors non, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est ni le burn-out, ni la souffrance au travail. Ce n'est pas parce que vous constatez un trouble anxio-dépressif, mais vous n'êtes pas au travail avec votre patient pour savoir si c'est au travail et vous ne savez pas, par exemple, ce qui se passe chez lui le soir ou chez elle quand elle rentre et si elle n'a pas une ado insupportable ou un mari ou s'il n'a pas une femme et s'il n'est pas victime de violences intrafamiliales. De la même façon, dans le contexte de difficultés au travail, non. Là encore, établir un lien de causalité et dire dans le contexte, c'est établir un lien de causalité. Oui. Non. De la même façon, épuisement professionnel n'est pas un diagnostic médical. Et surtout, nous ne sommes pas les avocats de nos patients. Et on ne les pénalise pas en faisant correctement notre travail. On ne les pénalise pas. Sur votre respect, mesdames, on peut écrire dégradation de l'état de la patiente. Mais dégradation. C'est pas attendez, vous écrivez dégradation de l'état de la patiente, mais dans quel contexte?
Vous pouvez mettre état anxio-dépressif s'étant dégradé dans les mois, ça vous pouvez le mettre, mais c'est pas là État vous anxio-dépressif, travail. voilà. Oui, ça suffit, exactement. Voilà. Surtout, ça suffit, Voilà. suffit. Le moins possible, voilà. Le moins possible. Le moins possible. Et on ne pénalise pas nos patients. Et donc, le docteur Nomblot écrit, ce qui ne colle pas, c'est que l'épuisement professionnel est différent d'une dépression. En effet, ce n'est pas une dépression, donc qu'écrivez-vous, messieurs les experts? Mais non, mais quel intérêt de le mettre sur un... Mettez état d'épuisement. État d'épuisement total. Moi, je mettrais. Mais ne mettez pas état d'épuisement professionnel. Michel. Oui, par rapport à tout ça, c'est-à-dire, vous nous avez présenté tout à l'heure un certificat qui tenait la route parce qu'il était étayé sur de la clinique, un patient qui a des cauchemars professionnels, qui rumine toute la journée. À partir du moment où on s'appuie sur une clinique psychiatrique de valeur, à ce moment-là, on va pouvoir petit à petit amener l'idée que la profession est en cause. Hein. Non. On ne le met pas, si vous voulez, mais c'est clair à travers la... Non, mais ça, justement, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de le mettre, parce que si vous le mettez, vous êtes en tort et vous sortez de votre rôle de médecin traitant du patient. On est d'accord là-dessus, mais, non, mais attention, de parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est très, très dangereux. Venez passer une matinée avec moi au conseil départemental et vous verrez comme on essaie de défendre nos confrères, d'essayer de faire refaire des certificats, etc. Et on est victime sans cesse de procédures. Et après, c'est vrai qu'en termes de droit, on est en tort. On est en tort. Et une nouvelle question vient d'arriver. Un médecin qui dit qu'il est appelé par le médecin du travail et qui demande ce qu'il peut lui dire. Rien. Alors, rien du tout. Et par contre, il peut remettre à son patient ou à sa patiente un courrier, mais là aussi, dans ce courrier, il doit faire attention à ce qu'il va dire. Donc, conclusion, pour tous les certificats, restez factuels, notez ce que l'on constate. Oui. Lorsque c'est vraiment important pour un diagnostic, on peut rapporter certains symptômes qui sont rapportés par notre patient, mais en précisant que c'est rapporté, et on se garde de tout diagnostic professionnel et de tout lien. Le simple fait d'écrire sur un certificat d'ailleurs d'accident du travail / maladie professionnelle indique qu'on est dans ce contexte. Ça suffit. Bon. Et il me vient la tâche de conclure. On a dit qu'on finirait à 9h30. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, que vous pourriez en poser beaucoup d'autres, mais je crois que c'est bien que ce soir, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions, ce qui n'est pas l'objectif, mais poser la problématique, vous donner des repères, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, je remercie Christine de son intervention. Je remercie nos deux intervenants de leur cas clinique, Michel et François, et Natacha et Marc de leur participation. Donc, moi, ce que je voudrais, avant de boucler sur quelques éléments concrets qu'on peut vous donner quand même, un peu de biscuit, il y en a un peu, c'est les points forts de ce que j'ai entendu ce soir. C'était un peu ce que je m'étais donné comme rôle, mais très vite. C'est d'abord, et puis ensuite, et puis après, et toujours faire attention à ce qu'on écrit. Être très, très vigilant sur la façon dont on formalise. Alors, on peut formaliser de la clinique, on peut faire du qualitatif, mais en étant descriptif, en s'appuyant sur la clinique, point barre. Pas d'interprétation, pas de grosses analyses, pas de synthèse, mais on raconte ce qu'on a observé comme clinicien, point barre. Ensuite, ce que j'ai entendu, et ce qui est évident, c'est que le psychique et le somatique sont indissociables, comme aussi le social derrière. Et que c'est, comme on a vu le schéma que François nous a présenté, c'est une espèce de grosse salade. Il faut qu'on fasse gaffe où on met les pieds, mais qu'on soit très conscient de la complexité dans laquelle on est, et que c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est un travail qui pose énormément de problématiques, qui se croisent, qui s'entremêlent. Et ben, nous, il faut aussi qu'on ait des compétences qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent et travailler avec d'autres professionnels. Le psychiatre, on a bien vu le binôme psychiatre généraliste
qui est la cheville ouvrière de ce travail, mais pas que. On a parlé de l'avocat, des assistantes sociales, du médecin du travail, etc. Il faut, alors j'ai dit que quand on qualifie, il faut être très clinique, très précis, faire attention à ce qu'on écrit, et aussi quantifier. Quand je dis quantifier, ça veut dire que les situations bougent, les situations évoluent, et donc il faut les évaluer dans le temps. Et le temps est un élément essentiel de ce que j'ai entendu, de ce que disaient Michel et François tout à l'heure, du suivi, qu'il ne faut pas faire des arrêts de travail de 3 mois et qu'il faut réévaluer progressivement pour reconduire le schéma et l'accompagnement. Il faut essayer de sortir la personne en souffrance de son milieu de souffrance. Donc l'arrêt de travail est une des solutions. Ce n'est pas une thérapeutique, ça permet de prendre le temps de travailler avec lui, de le faire travailler dessus. Notre rôle, c'est aussi de prévenir les complications. C'est essentiel. Et d'être capable, mais ça c'est un peu compliqué, mais quand même de questionner, d'analyser l'organisation du travail, parce que c'est l'environnement de la personne en souffrance. On est face à complexité plurifactorielle, donc les bouts de réponse, les pistes de réponse, elles seront nécessairement pluridisciplinaires. Il ne faut pas qu'on l'oublie, et en s'appuyant tout d'abord sur le psychiatre, c'est ce qu'on a vu ce soir. Voilà ce que j'avais envie, moi, de vous repasser, de ce que j'ai entendu des messages de nos amis ce soir. Quelques autres informations. Il y a des documents qui sont récupérables sur le site de l'URPS. Il y a une fiche d'orientation pour la prise en charge par le médecin libéral de ce type de situation qui avait été faite il y a 2-3 ans, qui est bien d'actualité, qui a été très bien faite et qui est utilisable. Vous pouvez aller l'appliquer sur le site. Il y a un agenda des ressources sur le département du 92. On est en train de travailler sur d'autres départements à l'URPS. Et il y a une fiche sur les éléments juridiques utilisables, justement, pour ne pas écrire des conneries dans nos certificats et nos attestations. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, moi. On va faire un peu de publicité parce que c'est Michel qui s'était occupé de la fiche des orientations pour la prise en charge et c'est moi qui m'étais occupé des éléments juridiques. Donc, on se fait notre propre publicité. Là. Et je rajouterai un mot personnel. Moi, je suis généraliste, comme beaucoup d'entre ceux qui sont à l'écoute ce soir. Et je pense que les questions de santé mentale sont essentielles aussi dans nos pratiques. Et c'est bien que l'URPS ait saisi une question comme celle-là et se saisisse des problématiques de santé mentale pour nous accompagner et nous aider à travailler sur ce chantier. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Je remercie l'URPS qui a pris cette initiative et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.